Notre périple en Isère débute au sud du département, sur ces terres d'altitude, avec ses hameaux typiques et ses villages accrochés à flanc de montagne. Pour profiter de la splendeur de ces paysages, Patricia, amoureuse de son terroir, arpente les différentes vallées du sud Dauphiné. Sportive accomplie, c'est à vélo qu'elle met en application sa devise « Aller toujours plus haut, toujours plus loin ». La preuve avec ce premier rendez-vous dans la vallée du Beaumont, à proximité du lac du Sauget. C'est ici, à Corps, qu'elle retrouve Fabiola et sœur Sophie. Bonjour Fabiola. Bonjour, je te présente sœur Sophie. Bonjour sœur Sophie. Ce charmant village d'Isère est traversé par une route qui porte le nom d'un célèbre empereur. Bien évidemment, je ne pouvais pas te montrer Corps sans te montrer la maison Napoléon, où il s'est arrêté en remontant de l'île d'Elbe, et on va retrouver toutes ces traces dans le village automatiquement. Outre le passage de l'empereur, si Corps est aujourd'hui mondialement célèbre, c'est grâce à une toute autre apparition, divine celle-ci. C'est ici, dans la montagne, à 14 km au-dessus du village, qu'aurait eu lieu ce miracle. Le 19 septembre 1846, Mélanie et Maximin, deux enfants de la région, auraient vu dans une lumière splendide apparaître une belle dame. Et l'apparition, on sait ce qui s'est passé? Oui, exactement, puisqu'il y a eu une grande enquête qui a duré 5 ans. C'est Monseigneur Philibert de Bruyères, l'évêque de Grenoble, qui l'a validée en disant qu'on pouvait y croire. Et donc cette apparition, elle s'est faite en 3 phases. La première, Marie qui pleure. La deuxième, Marie qui parle aux enfants. Et la troisième, elle va faire quelques pas, monter sur le collet et disparaître là-haut. Maximin, il a dit qu'elle avait fondu comme du beurre dans la poêle. Durant l'année qui a suivi l'apparition, 50 000 personnes sont venues se recueillir sur la montagne. Aujourd'hui, Notre-Dame de la Salette est le second lieu de pèlerinage en France, juste après Lourdes. Tu te rends compte qu'ils ont pris les rochers dans la montagne, là-haut. Ouais. Il y avait 150 tailleurs de pierre et ils ont mis 13 ans pour la construire. C'était des grands sportifs. Hein. Ouais. Cette vue... Les vallons embrumés. Ouvrant sur une façade néo-romane avec ses 2 grandes tours-porches, la basilique de la Salette est une très grande église composée de 5 nefs, présentant des volumes particulièrement élancés. Allez, on y va. On y va. Entrons. Maximin a souhaité que son cœur soit ici et il a été mis dans le cœur de la basilique. Mais il n'y a que son cœur ici. Et oui, puisque son corps est resté à Corps, bien évidemment. Ouais, c'est incroyable. Et ça devait être une habitude parce que l'évêque qui a reconnu l'apparition, lui, s'est installé à demander que son cœur soit de l'autre côté. Voilà, ils se font face. Et ce n'est pas la seule originalité de cette basilique. C'est la pierre sur laquelle était assise la Vierge au moment où elle est apparue. Donc c'est vraiment un tout petit fragment là. Oui, en fait, les gens, pour garder des souvenirs de l'apparition, cassaient des petits morceaux et partaient avec. Donc il ne reste que cette partie-là. Si cette apparition légendaire fait appel à la croyance des pèlerins, il est en Isère des merveilles de beauté naturelle qui ne laissent pas place au doute. Et pour nous le prouver, Patricia va rejoindre Didier. Bonjour Didier. Ah mais il est là le fameux compteur. Bonjour Patricia. Oui, c'est le compteur des passerelles. Alors on en est à combien cette année? Eh ben écoute, la saison n'est pas terminée, on est déjà à plus 130 000 visiteurs. Rien d'étonnant à cette affluence. Dans les gorges du Drac, aux portes du Trièves, les alentours du lac de Monténard sont un véritable paradis terrestre pour tous ceux qui aiment l'inattendu et le surprenant. Donc voilà la fameuse passerelle himalayenne sur l'Hébron. Alors pourquoi on l'appelle passerelle himalayenne? Himalayenne tout simplement parce qu'elle est suspendue dans le vide. Il n'y a pas de pilier pour la tenir. Presque 200 mètres de long qui permettent aux plus courageux de déambuler à 80 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Sensation garantie. C'est vraiment impressionnant.
puis alors ces eaux turquoises, c'est vraiment magique. C'est Cette lycée. intensité, c'est splendide. Regarde. C'est vraiment incroyable, incroyable. Avec la roche, la forêt, c'est vraiment très beau. C'est une construction vertigineuse qui offre un point de vue unique en Europe. Elle dessine un véritable trait d'union entre les forêts du Trièves et le paysage lunaire des mines d'anthracite de la Matésine. Mais pour ceux qui auraient le vertige, sachez qu'il y a bien d'autres moyens de profiter du lac de Monténard. On peut se laisser porter par les vents ou compter sur la force de ses bras, comme Patricia et Didier. Bon, ça va, on se débrouille pas mal. Heureusement que t'es là. Et il est préférable d'avoir de la ressource pour arpenter les 20 km de long de ce lac totalement artificiel. Elle paraît vraiment très très friable cette roche. Comme tu peux le voir, toute la vallée du Drac est très très pentue. Et en effet, c'est une roche très friable qui s'appelle le schiste. Et tous les jours, des morceaux tombent régulièrement. Ce qui me surprend vraiment aussi, c'est la couleur de l'eau, cette intensité. Il est vrai que ce bleu turquoise confère au lac de Monténard une exceptionnelle beauté. Un joyau façonné par la main de l'homme à 500 mètres d'altitude. Et c'est beaucoup plus haut, à flanc de montagne, que Patricia a décidé de nous emmener. En Haute-Romanche, elle va retrouver Benjamin dans un petit hameau au-dessus du village de Besse-en-Oisans. Tu m'avais pas dit qu'on avait rendez-vous si haut après le village de Besse? On est à 1700 mètres d'altitude ici. C'est vrai que c'est un lieu qui servait de maison d'alpage l'été pour pouvoir aller pâturer les bêtes. Donc c'est ça les hameaux d'estive. C'est ça les hameaux d'estive, voilà. Et dans ce hameau, il y a une chapelle que je tenais absolument à te montrer, qui est habituellement fermée. Si tu le veux bien, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur Sacré ensemble. privilège alors de rentrer. Un privilège et un petit miracle aussi. Waouh, c'est joli. Totalement détruite par une avalanche en 1966, cette chapelle aurait pu rester à l'état de ruine. Mais c'est sans compter sur la détermination des Bessas, qui ont, pierre par pierre, reconstruit cet édifice. D'ailleurs, regarde, à cet endroit-là, on voit bien la différence entre la pierre plus ancienne, plus humide, et la pierre plus récente qui a été reconstruite. Alors, est-ce que c'est grâce à la force du saint qui est dédié à cette chapelle, Saint-Roch, on voit la statue juste ici. Toujours est-il que les habitants de Besse se sont quand même concentrés tous ensemble. Ils n'ont pas fait appel à des artisans, ils ont tout fait eux-mêmes. Ils se sont mobilisés, donc tous ensemble, c'est vraiment l'esprit de la montagne. C'est comme ça. En Oisans, on compte les uns sur les autres. Ce qui n'empêche pas de demander parfois une sainte protection. Un peu plus bas, dès les premiers pas dans les ruelles en pente de Besse-en-Oisans, on comprend tout de suite pourquoi on est dans l'un des villages les plus remarquables du parc naturel des Écrins. Sur les maisons, des initiales remplacent les numéros. Au sol, des pierres calées dans la terre permettent d'avoir une démarche bien assurée. Attention de ne pas glisser. Alors, Patricia, je veux te montrer quelque chose d'original intégré à cette maison. C'est la grande fontaine. Ah oui, elle de est là Besse. C'est très surprenant comme ça, une fontaine intégrée dans une maison. Cette fontaine serait à l'origine du village de Besse. Autour d'elle, les premières habitations furent construites. Et puis, dès le XVe siècle, les Bessas brûlent peu à peu les forêts environnantes pour créer des terres cultivables et produire plus de foin pour les bêtes. Alors, si tu prends un peu de recul, tu verras les caractéristiques de l'architecture bessate, à savoir le lieu de vie en façade au premier niveau, et au second niveau, l'endroit où on stockait le foin, la grange. Et l'entrée de la maison, alors elle est où? Alors l'entrée de la maison, c'est par ici, je vais te montrer. Depuis plus de 100 ans, la physionomie de Besse et son habitat typique n'ont pas changé. Des maisons trapues en pierre sèche, recroquevillées les unes sur les autres pour lutter contre la rigueur de l'hiver. Alors, la voici la porte d'entrée de cette maison. Ouais, elle est pas très grande, dis donc. Non, elle n'est pas haute, c'est une entrée commune à la fois pour les hommes et les animaux, donc d'un côté le lieu de vie et de l'autre l'écurie. Je pense que comme chez nous, c'était pour la chaleur, que les animaux et les gens... vivaient au même Exactement. niveau. Et au-dessus de cette porte d'entrée, tu as le balcon qui est propre à toutes les maisons de Besse. Ça permettait de faire sécher les récoltes. Ici, localement, on appelle ça un pelle. D'accord. Mais je n'ai pas fini les surprises, viens, suis-moi. Qu'est-ce que tu me réserves? Allons-y. Il n'y a pas si longtemps, les habitants vivaient de la culture et de l'élevage, quasiment en autarcie, faisant à la belle saison le commerce de lainage et de toile de chanvre.
Alors Patricia, ma surprise se situe par ici. C'est l'oratoire, ta surprise? Non, ma surprise, elle est juste ici. Tiens, Ouais. prends ça. C'est lourd? Non, c'est pas lourd, tu peux le prendre. Ouais. Qu'est-ce donc? Alors à ton avis? De l'écorce. Alors ça ressemble à de l'écorce, effectivement, mais non. Je vais te donner un indice. Si je te dis mouton, Alors là, je vois pas du tout. je vais te dire excrément de mouton. Ouais. Donc c'est du fumier de mouton. Mhm. Ici, on appelle ça une blette. Alors, pas la blette qui se mange. Les habitants s'en servaient pour chauffer la maison. C'était un combustible. Oh, c'est incroyable. Une pratique aujourd'hui disparue, mais qui montre bien que les Bessa savaient utiliser les ressources mises à leur disposition. Eh ben super, maintenant il faut que je change de massif. Bon retour par chez toi. À bientôt. Besse-en-Oisan ne fait pas exception, et Patricia le sait. En Isère, à chaque vallée correspond une histoire unique. Et c'est pour se souvenir avec nous d'une sombre réalité que Patricia retourne sur ses terres natales. Au pied du Grand Vémont, elle rejoint Marie-Thérèse, une historienne qui, comme elle, est née à Gresse en Vercors. Bon, Marie-Thérèse, je suis vraiment très contente de monter sur ce chemin avec toi. C'est un chemin qui est chargé d'histoire. Oui, eh bien, quand on est ici, tu vois, on ne peut pas ne pas se rappeler des événements tragiques qui se sont produits le 21 juillet 1944. Une effroyable journée en effet. Au petit matin, des centaines de parachutistes allemands atterrissent un peu partout dans les montagnes. Les forces hostiles se déploient rapidement, prenant les maquisards à revers. Là, le long de la chaîne, aux différents pas, Le pas de Berriève, le pas de la ville. le pas de la ville, près du Vémont, là, il y a eu des combats très, très rudes. Les pas, ce sont ces petits cols qui permettent facilement de passer d'une vallée à l'autre. À eux seuls, ils expliquent en partie l'importance des réseaux de résistance en montagne, et dans le Vercors en particulier. Des positions stratégiques bien connues des résistants qui leur ont souvent permis d'échapper à la surveillance allemande. Donc Marie-Thérèse, c'était vraiment une journée importante sur l'ensemble du massif du Vercors. Oui, ça a été aussi à Gresse même, parce que le 21 juillet, les Allemands sont arrivés en masse et il y avait des canons qui bombardaient les pas. Et un des canons était positionné près de la fruitière qui bombardait le pas de Berriève. Oui, j'en ai entendu parler par mes grands-parents qui, eux, s'occupaient de la fruitière à ce moment-là. Voilà. C'est ainsi que la petite commune qui a vu naître Patricia et Marie-Thérèse devient le théâtre d'un véritable massacre. Alors, 2 jours après, des Allemands sont venus au domicile de mes parents. Ils ont arrêté mon père et ma mère. Ils ont relâché ma mère et mon père a été emmené, fait prisonnier à Grenoble et finalement fusillé à Charnec le 30 juillet. La folie meurtrière est sans limite et s'abat sur tout le village. Ici, tu vois des photos d'hommes et de femmes qui ont été aussi arrêtés. Et ceux-là ont été déportés et sont morts dans les camps de concentration. Donc ces montagnes qu'on aime tant et qui sont si belles sont aussi chargées de souvenirs et de mémoires pour nous tous, de moments tragiques. Oui, tout à fait. Pour Patricia, ce devoir de mémoire est incontournable. Mais elle sait aussi que le Vercors fourmille d'histoires savoureuses et souriantes. Des sentiers de la Résistance aux alpages du Vercors, il n'y a qu'un pas que Patricia va faire à bicyclette. Elle va retrouver Stéphane et ses amis quadrupèdes. T'as encore du boulot sur les clôtures? Tout le temps. Effectivement, Stéphane, ce berger version 21e siècle, passe son temps à faire et à défaire les clôtures. C'est ainsi qu'il gère le déplacement des bêtes afin d'optimiser la pousse de l'herbe dans l'alpage, tout en tenant compte d'un phénomène inexpliqué mais bien réel. Les vaches mangent toujours l'herbe en remontant la pente de la montagne. Allez, viens, Bon, tu vas voir un peu. où sont-elles? T'as pas peur des vaches? Non, je crois pas. Pas Enfin, bon, quand même. On va voir ça. Patricia aura tout le temps de se rassurer, car le chemin risque d'être long. Les vaches, confiées à Stéphane par plusieurs propriétaires, se partagent pas moins de 600 hectares d'alpage. Heureusement, Stéphane sait toujours où les retrouver.
Bon Stéphane, tu t'occupes de combien de vaches sur l'alpage? Il y a 400 génisses, 7 races en tout. Voilà. D'accord. Et elles sont là de quand à quand? De mai à septembre. D'accord. Et donc toi, fin septembre, tu redescends de l'alpage? Non, après je reste un mois de plus pour tout plier après. Un temps nécessaire pour permettre à Stéphane de remettre en état ses terres prêtées par la commune et supprimer toute trace de son passage et de celui des bêtes. Et là maintenant, tu vois, on va aller donner aux vaches du pain. Là, donc tu me donnes du pain aussi. Ouais, On tiens, va y aller. prends-en. Waouh. Ouais. Allez, viens. Tu vas voir. Si les génisses montent à l'alpage à la belle saison, ce n'est pas seulement pour regarder passer les parapentistes. Non, évidemment, Stéphane accueille ses bêtes à viande pour une toute autre raison. Rien de tel en effet qu'un bon séjour en montagne pour le renforcement musculaire de ces demoiselles. Mais le rôle du berger ne s'arrête pas là. Le principe, c'est de les domestiquer. Ah oui, les Ouais. génisses, t'arrives à les domestiquer. Ouais. Et du coup, comme ça, avec le pain, je les approche de très près. Et D'accord, surtout, mais là, tu je me fais donne. peur, là. Et surtout, je donne à tout le monde. C'est-à-dire que si je donnais du granulé, par exemple, il n'y aurait que les dominantes devant qui en auraient. Et les petites qui sont au fond, elles n'en auraient pas. Viens, fille, t'es. Viens vite. Allez, fille, allez. T'es sûr de ce que tu fais là? Oui, t'inquiète. Reste Oula. près de moi. Oui, bah, je vais pas m'éloigner. Après quelques semaines de ce dressage tout en douceur, Stéphane parvient à faire obéir les génisses confiées par les agriculteurs. Regarde. Viens vite, fille, allez. Waouh, Viens Viens vite pour moi. Ah, là, je suis impressionnée là. Viens vite. Je suis impressionnée. Tu vois, avec le pain, on peut balancer loin derrière. Regarde. Ah Hop. oui, d'accord. C'est ça ta technique, Et ouais, c'est ton ma technique. secret alors. Celles qui viennent pas du premier coup, tu vois, je les ai comme ça là-bas, regarde, tu vois. On peut s'approcher, viens, regarde. Hop, c'est gentil. Ouais, je vais pas rester toute seule. Et Regarde. oui, Hein, voilà, regarde, hop. oh, c'est magique. C'est magique. Sa technique est parfaite. Les bêtes obéissent sans contrainte et sans bâton. Stéphane l'assure, quand elles retournent chez leur propriétaire, elles sont beaucoup plus dociles et les travailler devient alors un jeu d'enfant. Mais pour le berger, c'est aussi le moment de vérifier l'état de santé des génisses. Quand elles sont calmes comme ça, c'est super, quoi. Tu vois, tu peux vérifier ce qui se passe et tout. C'est impeccable, quoi. Oh, quel silence, mais elles sont Voilà. incroyables. Voilà. Stéphane est persuadé que l'on aime la montagne parce que les hommes l'ont aménagée ainsi. Il est vrai que dans le sud Isère, culture et pastoralisme ont largement contribué à façonner ces paysages, à couper le souffle.